Merci de nous retrouver une fois de plus autour de cette édition consacrée à la cybersécurité en Afrique. La cybercriminalité est réelle, elle est partout, elle est au sein de la société, elle est également au sein des institutions étatiques et touche aussi le secteur économique. Pour en parler aujourd'hui, le docteur Gérard Eyoum est une fois de plus notre invité. Vous êtes expert en cybersécurité. Vous avez conçu d'ailleurs le premier antivirus 100% africain qui s'appelle Égide. Vous êtes également auteur de l'ouvrage intitulé Le clavier du crime. Merci une fois de plus d'être là avec nous aujourd'hui. Merci, c'est toujours pour moi un honneur d'être présent ici pour parler, former, informer et surtout sensibiliser sur la problématique de la cybercriminalité. Je dois dire qu'aujourd'hui, le cyberespace est devenu une véritable préoccupation, pas seulement à l'échelle nationale, continentale, mais je vais même dire à l'échelle planétaire. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on pouvait appeler une simple menace peut aujourd'hui prendre des proportions planétaires et déstabiliser toute l'économie d'un pays. Aujourd'hui, on se retrouve en train de comprendre vraiment le vrai sens du mot cyber. Lorsqu'on parle de cybersécurité, lorsqu'on parle de cybercriminalité, lorsqu'on parle de cyberguerre ou de cyberdéfense, c'était des concepts qui, avant, pouvaient être traités de concepts fallacieux ou bien de concepts très proches de la matrice ou bien, je vais dire quoi, de la fiction ou de l'imagination. Mais aujourd'hui, on voit des vies aujourd'hui totalement détruites à cause de certaines actions qui ont été menées dans le cyberespace. On finit par comprendre pourquoi est-ce que cyber vient du mot latin kubernetike, qui veut dire gouvernail. On comprend qu'aujourd'hui, ce monde, qui est un monde purement, je ne vais pas dire réel, mais logiciel, finit par devenir le gouvernail du monde réel dans lequel nous vivons en réalité. Alors, en parlant de gouvernail du monde réel dans lequel nous vivons, on va dire que l'argent aujourd'hui est dans le cyberespace, la sécurité des hommes est dans le cyberespace, le confort, le bien-être, tout est dans le cyberespace. On ne peut pas le nier aujourd'hui quand on voit, par exemple, qu'une opération chirurgicale pourrait mal tourner simplement parce qu'il y a eu un incident dans le cyberespace avec un certain nombre de dispositifs qui accompagnent cette opération, ce qui me renvoie directement à vous introduire cette fois-ci sur la cybercriminalité au sein même de la société. Alors, en dehors de ce que je viens de présenter, comment est-ce que, de façon globale, vous pouvez aujourd'hui présenter ces menaces qui viennent du cyberespace et qui pèsent sur l'ensemble de la société? Oui, je vais dire que ces menaces sont de plus en plus grandissantes. Mais non seulement grandissantes, elles sont de plus en plus fatales pour les Africains eux-mêmes. Le véritable problème aujourd'hui en Afrique, c'est la prise de conscience du risque, en fait. En fait, les Africains ne se rendent pas compte qu'ils ont été victimes du côté négatif du sprint cybernétique. En réalité, l'Afrique a été encouragée à se cybernétiser, à courir vers le cyberespace, à courir vers le monde numérique. Mais l'Afrique ne s'est pas rendu compte que pour tout ce qui vient avec un côté positif, il existe aussi un côté négatif. Et dans le cadre du cyberespace, nous avons très mal compris le concept cybernétique. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. On a vu avec le virus WannaCry, comment lorsque ce virus a attaqué la Grande-Bretagne, plusieurs personnes ont perdu leur vie parce que des hôpitaux se retrouvaient paralysés. On a vu maintes fois comment des opérations militaires qui n'ont pas pu se dérouler dans un champ opérationnel purement conventionnel, ces opérations ont pris naissance dans un champ purement cybernétique et ont résolu le problème. On a vu comment, lorsque les États-Unis et Israël avaient des difficultés à stopper la course nucléaire iranienne, ils ont conçu un virus qui s'appelait Stuxnet, qui a paralysé et qui a retardé de 2 ans le projet de la centrale nucléaire iranienne en détruisant près de 5000 centrifugeuses. Aujourd'hui, on ne voit pas que ça. Aujourd'hui, on se rend compte que même les pays africains sont totalement en arrière aujourd'hui à cause de leur état cybernétique. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que on ne peut pas dissocier la cybersécurité des sciences du renseignement. Les deux éléments sont très liés. Et dans tout ce qui concerne un pays, la stratégie, le premier élément de la stratégie, c'est le renseignement.
Et aujourd'hui, avec le retard technologique et cybernétique de l'Afrique, les pays africains se retrouvent totalement à la proie de tous les pays qui sont en face d'eux parce que ces pays ont une avance dans le cyberespace. Je vais m'expliquer. Il y a de cela quelques années, c'était la course vers les NTIC. Le nom qui était donné, c'était alias mondialisation. C'était l'an 2000 arrive, celui, l'analphabète ou bien l'illettré, c'est celui qui ne saura pas utiliser un clavier d'ordinateur. Alors tous les pays africains ont couru. C'est devenu une course et tous se sont jetés dans les cyberespaces. Ils ont numérisé leurs données. Mais ils n'ont pas compris qu'en fait, cette cybernétisation, ce sprint cybernétique devait changer la façon dont le renseignement devait se produire. Alors tout à l'heure, nous aurons le temps effectivement de parler du renseignement, de la protection des États et des institutions Oui. Au cœur de cette guerre cybernétique qui est réelle. Mais avant, je voudrais que nous puissions comprendre avec vous comment est-ce que cette cybercriminalité agit aujourd'hui au sein des sociétés africaines. Tout à l'heure, on a parlé des hôpitaux qui pourraient être paralysés. Oui. On parle également de piratage, notamment de comptes bancaires ou de cartes Mais magnétiques. bien sûr, Oui. bien sûr. Au Cameroun, rien que cette année, près de 4 banques ont reçu des fraudes, ont été attaquées dans des fraudes bancaires de pas moins d'1 milliard. Je dis 4 banques, pas moins d'1 milliard. Et chaque fois que vous entendez parler de banques en Afrique qui a été piratée, rassurez-vous, il y aura des informaticiens probablement innocents qui vont se retrouver en prison. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes dans notre société qui ont favorisé, n'est-ce pas, l'explosion de la cybercriminalité. Le premier facteur, c'est d'abord le retard sur le plan juridique. Les lois sont venues très tard. La plupart des lois, donc, étant des contrefaçons les unes des autres, ne sont pas contextualisées. Pourquoi contextualiser? Lorsqu'on parle de criminalité, il faut comprendre que c'est l'expression du phénomène criminel dans une région donnée. Ça veut dire que si on prend la loi contre la cybercriminalité du Sénégal, cette loi ne peut pas avoir le même effet au Cameroun. Pourquoi? Les acteurs sont différents, les modus operandi sont différents, les signatures sont différentes. Il faut bien remarquer que dans une étude criminologique, il faut toujours faire ressortir 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la victimologie, les liens entre les différentes victimes. Le deuxième facteur, c'est la signature et le troisième facteur, c'est le modus operandi. À partir du moment où le modus operandi des cybercriminels au Bénin est différent du modus operandi des cybercriminels au Nigeria, ça ne sert à rien de prendre une loi béninoise ou une loi nigériane pour venir l'appliquer au Cameroun. Ça ne pourra pas marcher. Alors, donc, vous relevez là qu'aujourd'hui, dans nos sociétés africaines, il y a cette prolifération de la cybercriminalité avec des concepts tout à fait différents d'un pays à un autre. Oui, regardez même déjà l'appellation des cybercriminels. Au Cameroun, on dit les scamas. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, on dit des brouteurs. Au Nigeria, on dit les Yahoo Boys. Vous comprenez déjà que si les acteurs ont des noms différents, ça veut dire que les méthodes sont différentes. Ce n'est pas parce que l'objectif est le même, ça veut dire la recherche du gain financier, qu'en réalité, les crimes se ressemblent, qu'on pensera que le médicament d'une maladie ou bien le médicament efficace dans une société va être efficace dans une autre société. Alors, les concepts sont tout à fait différents d'un pays à un autre. La cybercriminalité touche des grandes institutions, notamment bancaires, Oui. qui affectent bien sûr le citoyen lambda qui va voir ses comptes piratés, même si à la fin la banque va s'organiser pour pouvoir renflouer. Mais maintenant, le particulier africain, le citoyen africain aujourd'hui, comment est-ce qu'il est touché ou alors comment est-ce qu'il peut être touché par cette cybercriminalité? Il existe plusieurs cybercrimes. Je vais prendre le cas par exemple du e-walling. Rien que l'an passé, j'ai vu au moins un, je vais dire au moins un, des représentants du peuple. Ça veut dire, comme on les appelle les parlementaires, au moins un, venu au bureau parce qu'il était victime d'un cybercrime. Ces vidéos nues se retrouvaient sur Internet. Je ne vous parle pas des magistrats. Je ne vous parle pas des commissaires de police. Je ne vous parle pas des fonctionnaires, des gens qui servaient bien leur pays, qui ont été floués au travers des méthodes dans le cyberespace, se sont dit qu'ils étaient en train d'échanger avec des personnes légitimes et finalement, leurs vidéos nues se sont retrouvées sur Internet. Parfois, le modus operandi peut ne pas être basé sur une transmission volontaire de la vidéo. Parfois, vous prenez des vidéos avec votre conjointe, mais votre téléphone est piraté et ces mêmes vidéos se retrouvent dehors. Seulement, l'argent n'est pas toujours ce que les cybercriminels recherchent.
Il peut parfois l'utiliser pour vous menacer de méthodes de compromat, comme on dit en renseignement. Vous poussez à faire quelque chose, sinon il va rendre cette vidéo publique. Ce n'est pas toujours l'argent qu'il veut. Parfois, il va le faire tout juste parce qu'il veut changer le cours, n'est-ce pas, d'une élection. Ça se fait très bien. On a vu aux États-Unis comment est-ce que le piratage de la boîte mail d'Hillary Clinton a changé le cours de l'élection américaine. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose de très grave. Mais en dehors de ça, les banques, le risque au niveau des banques n'est pas seulement de voir les citoyens lambda dépouillés, mais c'est que, écoutez, quand une banque perd 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, il y a un risque de récupération de cet argent et de financement du terrorisme. Lorsqu'un montant tel qu'un milliard, 2 milliards sont volés par un individu, il peut l'utiliser pour financer, par exemple, des sectes extrémistes. Il peut l'utiliser, par exemple, pour financer de la drogue. Il peut l'utiliser pour acheter des armes. Ce sont des montants très dangereux. Lorsqu'un individu réussit à les voler, c'est quelque chose de grave. Donc, aujourd'hui, nous sous-estimons la menace cybernétique, mais nous nous faisons dévorer tous les jours par les virus du cyberespace. Et des gens ont toujours l'habitude de dire je n'ai rien à cacher si on me pirate. Mais ça, c'est une expression de naïveté. Parce que la chose la plus essentielle, la plus basique, qui est notre nudité, nous devons la cacher. Si elle se retrouve publique, nous avons un problème. Alors, si quelque chose que nous avons tous et que nous n'avons pas honte d'avoir, nous devons cacher ça. À combien plus forte raison des informations cruciales sur nous. Des individus, par exemple, oublient qu'aujourd'hui, les comportements dans les réseaux sociaux, aller sur Facebook, aller sur Gmail, sont des comportements qui demain peuvent servir à fragiliser jusqu'à l'échelle de la sécurité nationale. Parce que quand vous allez sur Gmail, vous croyez que vos emails personnels ne sont pas lus. Ça, c'est quand même naïf de croire que quelqu'un peut garder vos données sans les lire. C'est quand même... Et j'ai vu dans plusieurs pays africains, excusez-moi, au plus haut niveau de la République, des ministres, des députés, des sénateurs avoir des boîtes Gmail. Donc ça, c'est sous-estimer les lois américaines qui estiment que toutes ces sociétés qui sont logées aux États-Unis ont le droit de rendre compte sur la qualité des données qu'ils hébergent. Donc, demain, on va être étonné que, aujourd'hui, sur Facebook, vous donnez vos localisations. Rien que vos photos disent où vous êtes, parce que vos photos contiennent des données qu'on appelle des métadatas, qui donnent des informations sur la position GPS lorsque la photo a été prise. Sur Gmail, lorsque vous quittez un restaurant, parfois, Gmail vous pose une question sur Android. Avez-vous apprécié cet hôtel? Avez-vous apprécié ce restaurant? Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelqu'un, un analyste du renseignement dans un autre pays qui un jour saura que vous aimez tel restaurant, que c'est dans ce restaurant que vous allez manger. Et le plus simple, c'est que celui qui est dans Gmail, il sait très bien qu'à partir de 2 heures, s'il regarde votre localisation tous les jours entre 2 heures et 4 heures, au bout de 3 jours, il sait où est-ce que vous habitez parce que vous êtes probablement en train de dormir. Ça, ce sont des informations qui, à mon avis, reposent ou bien devraient être du ressort de la sécurité intérieure, mais surtout du patrimoine sécuritaire d'un pays. Quand l'Afrique ne se rend pas compte de la sensibilité de ce genre de données, regardez, en Chine, Google ne marche pas, Facebook ne marche pas. En Russie, ils ont leur propre moteur de recherche, je crois que c'est Yandex. Donc, vous devez comprendre que ce sont des informations très importantes parce que les recherches que vous faites tous les jours permettent d'établir votre profil. Et lorsqu'on peut établir votre profil, vous devenez sensible aux différentes méthodes de recrutement d'espionnage. Je vous rappelle que lorsque on veut compromettre un individu, il existe en renseignement une matrice qu'on appelle le MICE. Ça veut dire Money, Ideology, Compromission or Ego. Lorsque ces 4 éléments sont appliqués sur un individu, il est très facile de compromettre cet individu ou de recruter cet individu. Donc, vous imaginez que si dans un autre pays, on connaît le comportement d'un ministre ou bien d'un DG d'une société ou encore d'un directeur de banque, on peut facilement exercer une pression sur ce directeur et faire de lui un agent qui va commencer à transmettre des données bancaires qui sont censées relever du secret, n'est-ce pas, à les transmettre à l'extérieur. Vous comprenez qu'en réalité, la course cybernétique a changé la façon dont le renseignement se fait aujourd'hui.
Et nous allons en parler tout à l'heure quand nous parlerons de cette cybercriminalité au niveau étatique. Je voudrais que nous puissions toujours parler de cybercriminalité au sein de nos sociétés. Et vous venez là d'ailleurs de démontrer que les sociétés africaines sont à la merci des réseaux de cybercriminalité du monde, mais également de cybercriminels locaux, nationaux qui parfois n'ont pas besoin de la plus grande expertise pour pouvoir le faire, parce que parfois quand on parle de cybercriminalité, on a l'impression, on pense qu'on parle ici d'intelligence extraordinaire, alors que toute personne criminelle pourrait... Pas du tout, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toute action cybercriminelle repose sur certains principes. Le premier principe, c'est le principe de reconnaissance. La reconnaissance, ça peut être passive ou active. Passif, ça veut dire qu'il n'interagit pas directement avec la cible. Actif, il agit avec la cible. Donc, du moment où la reconnaissance est active, elle peut être statique ou dynamique. Après la reconnaissance, il y a ce qu'on appelle la phase d'intrusion proprement dite. Quand l'intrusion est faite, il y a maintenant la phase de pivot. C'est dans la phase de pivot que le cybercriminel se promène dans le système et qui retrouve les données. Les actifs les plus dangereux, les plus coûteux lorsqu'ils sont volés, ce n'est pas l'argent, c'est l'information, c'est la donnée. Ça veut dire que la plupart des cybercriminels, par exemple, ils volent les cartes bancaires, les numéros de cartes bancaires avec les numéros de cryptogrammes. Ce sont des données. Mais seulement des données qui, une fois qu'elles vont être utilisées à l'extérieur, vont permettre d'extraire de l'argent à des individus. Est-ce que vous imaginez qu'avec un laptop, une antenne GSM classique, quelqu'un peut faire un IMSI catcher, ça veut dire un petit dispositif qui lui permet d'intercepter tous les appels du quartier, dans une portée de 50 mètres à la ronde. Une antenne GSM qui coûte 15 000 francs, avec son laptop. Il suffit qu'il ait Ubuntu comme système qui est gratuit, il va tout simplement utiliser certaines applications et intercepter les appels. Dieu seul sait ce qu'il va écouter. Et parmi les appels qu'il va écouter, Dieu seul sait le chantage qu'il peut faire à certains individus. Comment vous trouvez donc qu'un individu classique qui peut-être n'a pas de très grandes études a appris sur Internet ce genre de hackers, de cybercriminels, on les appelle les lammers. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une très grande connaissance informatique, mais ils ont l'art de reproduire les tutoriaux. Et à force de les reproduire, ils peuvent faire beaucoup plus mal qu'un hacker sérieux. Parce que quand on parle de cybercriminels, il n'y a pas que les hackers. Il y a les crackers, ceux qui détruisent les sécurités dans les logiciels. Il y a les cyberpunks. Là, c'est des hackers qui se regroupent en gangs. Ce sont les plus dangereux. Maintenant, il y a les strips qui dissouent les lammers dont je vous parlais. Donc, il existe plusieurs types. Et même parmi les hackers, il y a 3 types. Il y a les chapeaux noirs, ceux qui sont faits pour détruire les systèmes, voler de l'argent. Les chapeaux blancs, ceux qui sont faits pour protéger les systèmes. Et les gris, qui peuvent être informaticiens le jour et hackers la nuit. Donc, la société africaine aujourd'hui est minée, je dis bien minée, par le concept de cybercriminalité. Pourquoi? Le choix de la méthode cybernétique est dû à son caractère asymétrique. Si vous devez braquer une banque, vous avez besoin d'une arme. Se procurer une arme à feu n'est pas facile. Vous avez besoin d'un entraînement tactique pour savoir utiliser cette arme. Vous avez besoin d'une logistique, de la voiture, d'un véhicule bien solide pour pouvoir fuir. Vous avez besoin des itinéraires. Vous avez besoin d'avoir un agent à l'intérieur de la banque qui va vous donner des informations. Mais si vous optez pour la méthode cybernétique, vous n'avez que besoin d'un laptop. Rien qu'un laptop. Avec des informations de base aujourd'hui, vous aurez de quoi entrer dans un système et dévaliser cette banque. Mais le pire, c'est qu'en utilisant certains logiciels tels que Tor, vous allez naviguer de façon transparente dans le cyberespace et on ne pourra jamais savoir que c'est vous. Lorsqu'on va essayer de vous localiser, on verra que vous êtes en Libye, en République tchèque, au Soudan. Pourtant, vous êtes probablement, je vais dire quoi, là, à l'OPOM en train de commettre votre forfait. Donc, c'est une réalité de plus en plus pesante et que les autorités africaines prennent à la légère. Et à mon avis, elles vont le prendre à la légère jusqu'au moment où, probablement, elles verront des élections piratées aussi au Cameroun. Ou pire encore, des emails d'une personne très respectée dans la place publique. C'est une menace qui est très grave, c'est une menace qui est croissante. C'est pour ça que même dans les pays sérieux comme les États-Unis, on modifie la loi, on l'adapte tout le temps.
Parce qu'aujourd'hui, les lois, par exemple, telles que la loi camerounaise, qui existe depuis, ça en fait pas 10 ans, euh, ce qui se passe, c'est que les cybercrimes, eux, ils évoluent, mais la loi, elle reste la même. Donc, du coup, il y a le principe de vide juridique, en fait. Il y a des cybercrimes dans beaucoup de lois qui ne sont pas prises en charge dans plusieurs lois en Afrique. Ça fait que quelqu'un peut sérieusement commettre son forfait et on n'arrive pas à condamner cet individu. Mais mieux, il y a des crimes qui sont faits de telle sorte, je vais prendre le crime qu'on appelle le Distributed Denial of Service, où je me sers de votre ordinateur pour attaquer un individu. La plupart des lois, telles que la loi camerounaise aujourd'hui, si on se base sur le principe de cette loi, on attrapera la victime au lieu d'attraper celui qui a commandité l'attaque. Parce que si j'infecte votre ordinateur, il devient ce qu'on appelle un boot ou bien un zombie. Il subit mes instructions. Et à partir de votre ordinateur, j'attaque un autre réseau et je dévalise cette banque. Lorsque l'investigateur va faire des enquêtes, s'il n'est pas suffisamment outillé, il va vous attraper. Pourtant, c'est moi, en fait, qui contrôlais votre ordinateur. Et c'est quelque chose qui va tellement vite que même les services de sécurité ou bien les services judiciaires ont du mal à s'adapter. Ont du mal à s'adapter. Pourquoi? Parce que la lutte contre la cybercriminalité doit faire l'objet de compétences spécialisées, en réalité. Voilà, et ceci nous permet rapidement de parler de la cybercriminalité au niveau étatique, les États exposés, n'est-ce pas, à cette pratique-là. On l'a vu dans de nombreux pays où parfois Oui. c'est le site même de l'Assemblée nationale qui a été piraté, où des informations, où des contenus ont été publiés Oui. sans que les informaticiens de ces institutions ne puissent faire quoi que ce soit. Oui. On voit aussi beaucoup de contenus de responsables qui ont été piratés et puis divulgués par la suite sur Internet. Et donc, du coup, on comprend que les États aujourd'hui même sont menacés par cette cybercriminalité. Bien sûr, ils sont même les plus menacés. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a de cela 20 ans, il était très facile pour beaucoup de gouvernements. C'était facile et possible de contrôler une population. Parce qu'en réalité, il y a des choses, par exemple, que si vous disiez dans un taxi, on vous arrêtait directement. Il y a des choses que si vous disiez dans un marché, on vous arrêtait directement. Aujourd'hui, la cybercriminalité a changé la façon même dont les opérations de subversion se font. J'ai parlé une fois ici toujours d'une forme de terrorisme qui consiste à manipuler la masse et à la retourner contre un dirigeant. Alors ce genre de terrorisme qu'on appelle le terrorisme subversif ou bien en gros la subversion repose en fait sur la manipulation de certains agents infiltrés au sein d'une population qu'on appelle les agents itinérants. Leur rôle est de créer une fissure entre le dirigeant et les sujets. À partir du moment où les sujets n'écoutent plus le dirigeant, ce qui se passe en réalité, c'est que la foule ou bien les sujets ou la masse se retrouve abandonnée à elle-même et elle va transformer toute opération d'évolution en opération de révolution. En croyant que la révolution peut changer des choses, mais en réalité, ce ne sont que des acronymes ou des noms fallacieux pour faire croire que quelque chose va changer, pourtant rien ne changera. Donc, aujourd'hui, 80% de l'information dans les pays africains transite au travers des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et tout ça. Alors, ces réseaux sociaux n'appartiennent pas aux pays africains, ces réseaux sociaux appartiennent à des pays qui sont en outre-mer, des pays occidentaux, qui ont un contrôle total, je dis bien, dans ces réseaux sociaux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si 80% de votre population peut s'exprimer sans être contrôlée, mais aussi peut écouter des voix qui sortent d'ailleurs sans être contrôlées, ça veut dire que 80% des menaces de subversion vous échappent. 80%. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations où des gens donnent des mots d'ordre sur Facebook. Des gens préparent des grèves sur Facebook. Des gens préparent des attentats sur Facebook. On l'a vu en Inde. Des gens préparent, je vais dire quoi, des casses sur Facebook, dans des réseaux sociaux, au travers WhatsApp. Parce qu'en réalité, l'anonymat, entre guillemets, qui leur est donné, leur assure qu'ils peuvent s'exprimer et exprimer les pensées de très bas échelle sans faire l'objet d'une répression. Du coup, je vais dire quoi, des tendances ou bien des crimes de basse conscience tels que le tribalisme commencent à naître. Parce qu'on peut se cacher derrière un ordinateur et dire n'importe quoi.
L'appel à la subversion, ça commence à naître. L'appel à la révolte, ça commence à naître. Donc, tout juste pourquoi? Parce qu'en réalité, les pays africains n'ont aucun contrôle sur les réseaux sociaux. Et ce qui est de plus drôle, c'est que, regardez un pays comme la Libye. Le colonel Kadhafi avait investi beaucoup dans l'armement, mais il avait sous-estimé la menace cybernétique. Ça fait que quand il a commencé à se rendre compte que les révolutions prenaient naissance et la population était manipulée au travers des réseaux sociaux, il a censuré et ils ont demandé de couper Internet. Mais la vérité, c'est que c'est une décision, croyez-moi, contre-productive. C'est lorsqu'on ne connaît pas le cyberespace qu'on peut demander de couper Internet. Parce que quand vous coupez Internet, il existe des logiciels qui permettent de contourner la censure et de se connecter comme si on est en Chine, comme si on est au Gabon, et qui permettent d'avoir Internet. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il a pris son convoi pour fuir, c'est au travers Internet que les agents qui étaient sur le terrain, les rebelles, ont pris les coordonnées de son convoi qu'ils ont envoyé aux forces de l'OTAN qui ont bombardé et qui ont rattrapé son convoi. Et vous savez ce qui a suivi. Donc vous voyez quelqu'un qui a investi toute sa vie vers les armes les plus chères, mais qui a sous-estimé une arme stratégique. Parce qu'il faut comprendre qu'en démocratie, le plus important n'est pas de gagner le territoire. Le plus important, c'est de gagner les consciences de la population. Ça fait que les grands pays l'ont compris et ils n'investissent plus dans les armements militaires. Ils investissent dans les méthodes de guerre alternatives telles que la cyberguerre, la guerre de l'information, la guerre économique, la guerre psychologique. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, dans un monde civilisé en démocratie, pour ne pas attirer l'attention de la communauté internationale et prendre le nom de dictateur, on fait la guerre de façon altère, d'une autre façon, en réalité. On fait la guerre d'une autre façon. Donc, censurer toujours ou couper Internet n'a jamais été une solution. Mais c'est le contrôle, en fait, qui est important. Lorsque vous êtes aux États-Unis, vous ne pouvez pas tenir des propos antipatriotiques sur Facebook. On viendra chez vous le soir vous attraper. Le soir. Alors, mais lorsque vous êtes en Afrique, si vous le faites, vous attendrez 10 ans, on ne viendra pas chez vous. Parce que vous pouvez même vous cacher derrière des faux profils. Mais le pire, c'est qu'il y a même des faux profils des présidents africains en ligne. Pour que vous compreniez à quel point l'Afrique est impuissante, ça veut dire que des individus font même des faux profils sur des dirigeants politiques. Moi, je pense que la Troisième Guerre mondiale a commencé et que c'est la guerre cybernétique. Et là, du coup, on voit que les États du continent africain sont à la merci non seulement des puissances étrangères, mais également d'acteurs locaux qui, à un moment donné, voudraient organiser des subversions pour faire en sorte qu'il y ait cette cassure entre le peuple et les dirigeants. Et la question qu'on se pose, c'est mais comment est-ce qu'on pourrait sortir de là? Vous avez démontré qu'il n'y avait pas déjà une prise de conscience. Oui. Et l'on se demande, est-ce que ceci voudrait dire que les puissances occidentales, par exemple, agissent quand elles veulent, comme elles veulent, en subversion ou bien même en attaque directe? Je ne pense pas, vraiment c'est mon avis d'expert, je peux me tromper, je ne pense pas que des pays sont impliqués derrière des subversions en Afrique. Je vais vous surprendre. Je pense que des lobbies situés dans des pays manœuvrent pour des subversions en Afrique. Ça veut dire chaque pays se doit de protéger ses intérêts stratégiques. Je le dis toujours. Et dénoncer l'Occident ne va pas changer en rien la situation de l'Afrique. Il faudrait que l'Afrique s'élève et prenne son destin en main. C'est ça la vérité. Quand vous pensez, quand les pays africains sous-traitent quelque chose d'aussi fragile, délicat, comme la sécurité, on s'attend à quoi en fait? Moi je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Pour vous rassurer, c'était pas au Cameroun. J'ai été appelé dans un pays africain parce qu'il fallait faire une démonstration. Et il y avait plusieurs autres pays qui démontraient leurs outils. Alors, lorsque nous avons démontré les capacités de notre outil, je crois vraiment que les Africains de ces pays ont refusé
d'acheter notre technologie parce qu'elle était africaine. Je le pense vraiment. Parce que notre technologie était plus avancée, plus efficace. Mais ils se sont dit que ceux qui font cette technologie, il n'y a pas beaucoup de fiabilité. L'autre boîte à l'étranger, c'est une très grosse boîte, c'est une mastodonte. Mais c'est quand même fou parce que dans tous ces pays occidentaux, la loi précise bien que ces sociétés doivent partager les données avec l'État. Ces données qui vont être analysées, utilisées à des fins de renseignement, ils vont être utilisées dans ce qu'on appelle le renseignement fin action. Moi, je pense que le problème de l'Afrique, c'est d'abord un problème de prise de conscience, premièrement. Vous avez parlé, par exemple, des subventions au niveau des agents locaux. En réalité, aucune subvention ne peut être faite, même si elle est née dans le cyberespace, s'il n'y a pas ce qu'on appelle des agents itinérants dans le pays qui doit subir la subversion. Mais tout cela arrive tout simplement parce qu'en Afrique, les pays africains ne disposent pas de politique de cyberdéfense. Malheureusement, on compte du bout des doigts les pays africains qui disposent d'une politique de cyberdéfense. Et quand vous allez même vers ceux qui ont cette politique de cyberdéfense, parfois, quand vous ouvrez ça, vous avez l'impression que c'est un livre du coup élémentaire 1, excusez-moi, qui a été fait par des amateurs. Je vais vous expliquer. La cyberdéfense, en fait, c'est quoi? C'est l'ensemble des processus, des méthodes et des outils déployés par un État dans son cyberespace afin d'assurer la sécurité territoriale de ceux qui y sont. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des méthodes, des processus déployés par un État afin de sécuriser son cyberespace sur le plan des frontières, premièrement. Alors, quand un pays sait déjà qu'en matière de guerre informatique, il existe deux guerres, la LIO et la LIF, ça veut dire la guerre, et la LID, la guerre informatique offensive et la guerre informatique défensive. Dans tous les pays sérieux, que ce soit en Corée du Nord, en Israël, on dispose des unités spécialisées dans la cyberguerre. En Afrique, ça n'existe pas. Et je dis bien, le cyberespace, c'est là où l'information réside et l'information transite. L'information, elle est analysée, et le Graal, ce qui en ressort, ça s'appelle le renseignement. Le renseignement va être fragmenté en données et la donnée va être utilisée. Alors, si on n'a aucun contrôle en Afrique sur le cyberespace, ça veut dire qu'en réalité, nos capacités de renseignement en Afrique sont réduites. En réalité. Donc ça veut dire qu'on se retrouve purement en train de mener des actions ou dans une position défensive et jamais offensive. Pourtant, l'arme cybernétique est une arme asymétrique, carrément du David contre le Goliath. C'est une arme que les pays faibles devraient utiliser pour pouvoir faire face à des pays forts. Vous ne pouvez pas vous plaindre de l'oppression d'un pays beaucoup plus fort que vous. Un pays, je ris souvent quand j'entends souvent nos dirigeants parler de pays amis. Les pays amis, ça n'existe pas. Les pays ne se font pas des amis. Les pays se font des intérêts. Si on ne prend pas conscience de ça, on va toujours se faire berner. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où il y a ce qu'on appelle des grèves champignons. Ça veut dire que vous êtes dans un carrefour et vous voyez brutalement 300 personnes en train de faire la grève. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a eu planification dans le cyberespace, transport et dématérialisation du modus operandi jusqu'à l'application opérationnelle sur le terrain. C'est ça la vérité. Et lorsque nous ne comprenons pas ce risque, vous savez, l'Afrique aujourd'hui est très fragile parce que la population africaine n'est pas une population assez éclairée. Et le fait qu'elle ne soit pas éclairée, ça fait qu'elle soit sensible, et c'est une population qui est sensible à toutes les nouvelles méthodes de manipulation et de propagande, notamment la propagande grise. La propagande grise, qui est cette forme de propagande qu'on subit d'une source qui est parfois inconnue. C'est ça la vérité. Et cela nous emmène, bien sûr, docteur Ayoum, dans le renseignement
complètement fragilisés par les cybercriminels ou alors par les systèmes de cybercriminalité qui font aujourd'hui pratiquement de l'Afrique un désert en matière de renseignement pour les États, au profit bien sûr des entités étrangères ou alors de certaines puissances étrangères qui agissent à leur convenance. Et là, du coup, on se demande comment est-ce que cela a été rendu possible au-delà de ce que vous avez déjà expliqué. Bon, quand on comprend déjà la structure, n'est-ce pas, et la typographie des différents types de renseignements, on peut comprendre ça très facilement. Parce que je vais vous expliquer. Alors, il existe le renseignement humain, qu'on appelle en anglais HUMINT, en français ROHUM, ça veut dire le renseignement d'origine humaine. Là, ça fait partie des informations qu'on reçoit en interagissant avec une cible humaine. Il existe le renseignement de sources ouvertes, à travers Internet, les journaux, la télévision, et le renseignement électromagnétique. Ça, c'est important. Dans les années 80, lorsqu'on voulait avoir des informations sur un pays, on devait procéder par recrutement d'une cible dont on utilisait le renseignement humain. Et on exerçait des moyens de pression où on achetait cette cible pour pouvoir avoir assez d'informations. Suivez-moi très bien. Alors, à partir du moment où on avait ces informations, seulement cette cible devait traiter avec un officier traitant. Et l'officier traitant devait renvoyer l'information dans ce qu'on appelle en renseignement la centrale. Une fois que l'officier traitant était détecté, il devait prendre ce qu'on appelle un vol bleu. Ça veut dire fuir et quitter directement et faire un court-circuit. Mais seulement, toutes les informations en ce moment devaient se faire par recrutement de cibles. Ça veut dire que tous les officiers traitants qui recrutaient des cibles étaient en danger. Parce que quand on découvrait un espion, n'ayant pas de tribunal pour les espions, on pouvait les mettre en prison. On pouvait les exécuter. Ils pouvaient disparaître. Alors, aujourd'hui, le sprint cybernétique a fait que les Africains ont commencé à mettre toutes leurs informations dans le cyberespace et à ne pas sécuriser leurs informations. Du coup, ça a changé la façon dont l'espionnage se fait. Aujourd'hui, l'espion, c'est celui qui reste à des milliers de kilomètres derrière un ordinateur. Il tape et il a des informations, sans avoir jamais mis pied dans le pays où se retrouvait la cible. Du coup, le sprint cybernétique a plutôt détruit les capacités de contre-espionnage des pays africains. En réalité, ils se sont retrouvés en train d'être exposés aux techniques de renseignement de renseignement électromagnétique. Alors, ce renseignement a créé des renseignements hybrides, tels que le renseignement cybernétique, tels que le renseignement des communications, tels que le renseignement financier. Alors, pour pouvoir rétablir l'équilibre, les pays africains doivent développer des dispositifs de contre-espionnage technique. C'est ça la vérité. Et puisque les pays africains restent encore, n'est-ce pas, dans le renseignement humain, ce qui se passe, c'est qu'ils sont totalement en retard. Parce que toutes leurs données sont logées dans des serveurs qui sont dans d'autres pays. Je vais vous dire, si aujourd'hui, il y a un cybercriminel qu'on poursuit, et dans le cadre des enquêtes, vous voulez des informations sur lui, vous êtes obligé de demander des réquisitions qui pourront venir après une semaine. Et des réquisitions, là, vous les demandez à une société qui est peut-être au Cameroun, mais qui appartient à un autre pays, dont les données, là, sont probablement logées hors du Cameroun. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on déclenche une investigation ici, l'officier de police judiciaire déclenche une investigation au Cameroun et un autre analyste déclenche une investigation peut-être, je vais dire, dans un pays européen, il a son information en 5 minutes, pendant que au Cameroun, il faut attendre 2 semaines, 1 semaine, pour avoir les réquisitions. Ça veut dire qu'en réalité, le cyberespace même qui devait être contrôlé totalement par l'État, échappe au contrôle de l'État. Carrément. Si aujourd'hui on veut des informations sur M. Youm, on va d'abord chercher son compte mail. S'il a un compte Gmail, on dit OK. Ils vont se connecter directement au serveur de Gmail, ils vont lire les mails, parce que la loi dans ces pays leur donne le droit. Il existe des lois sur le renseignement. Ils vont se connecter, ils vont lire les mails, ils vont dire OK, il a un téléphone Android,
Quels sont les endroits qu'il a fréquentés? Ah, il était à Yaoundé, parce qu'ils auront des positions GPS. Il a dormi dans tel hôtel. Il y avait un restaurant où il va tout le temps. Donc, du coup, on prend ça à la légère. Mais seulement 5 ans plus tard, lorsque cette personne sur qui on a des informations devient une personne d'intérêt élevé, à intérêt élevé, par exemple un politicien, un sénateur, un ministre, on va ouvrir le placard et on va faire sortir le renseignement biographique de cet individu qui va se retrouver fragilisé à cause de ces informations. Et ce monsieur qui disait il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, j'ai rien à cacher, n'a plus rien à cacher parce que tout a été découvert des années plus tôt. C'est ça le contraste. C'est ça le contraste. C'est ça qui fait que on peut décider que les rebelles vont attaquer ce pays de nuit. Parce que les informations de renseignement qui ont été acquises ont permis de savoir que les drones de défense de ce pays ne fonctionnent pas la nuit. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, la menace cybernétique, c'est quelque chose qui devrait être du ressort exclusif de l'État. Je dis bien exclusif. L'État ne devrait pas partager ce repas avec qui que ce soit. Qui que ce soit. Comment vous pouvez expliquer que dans certains pays africains, on n'a même pas de dispositifs d'écoute? Si on veut écouter un individu, on va commencer à grimper, descendre, se rouler, faire des acrobaties, un peu de karaté et tout ça. Pourtant, dans d'autres pays, si vous êtes soupçonné d'être terroriste, on prend le contrôle de votre téléphone à l'instant. Pendant que vous l'avez en main, on est en train de lire les mails. On est en train de lire les SMS. Pendant que vous l'avez en main. Pendant que, dans d'autres pays, on dit bien aux opérateurs, faites tout ce que vous faites, mais réservez-nous cette plage-ci. Nous avons besoin d'un accès direct au téléphone de tous vos abonnés. Du coup, ça permet l'efficacité absolue des services de renseignement et des services de sécurité. Vous êtes étonné qu'on cherche un terroriste, en 15 minutes, on l'a attrapé. C'est ça la réalité. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est qu'il y a un plan de cyberdéfense qui a été mis en place. Comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, des gens peuvent avoir encore, dans des pays africains, des puces, des cartes SIM, sans être identifiés? Ça se fait encore. Comment vous pouvez expliquer qu'on peut confier aux opérateurs le processus d'identification téléphonique? Regardez à Dubaï. Quand vous entrez à Dubaï, la durée de vie de votre puce est rattachée à la durée de votre visa. Le jour où votre visa expire, votre carte SIM ne marche plus. L'identification d'un abonné téléphonique devrait être faite avec la même rigueur que l'identification physique lorsqu'on établit la carte d'identité. Ça veut dire que ça doit se passer même au niveau des services de police, pas au niveau de l'abonné. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons tous des porte-monnaies électroniques là. Des gens en arc, on transfère de l'argent, et lorsqu'on veut voir à qui appartient le numéro, on se rend compte que la personne qui a la carte SIM n'a rien à voir avec l'arnaqueur. Que le véritable arnaqueur s'est identifié avec une carte d'identité qui a été volée. Mais mieux encore, j'ai vu en 2018 quelque chose de très grave. Quelqu'un qui est allé déclarer le vol de la carte SIM d'un autre citoyen. Ça veut dire, moi j'arrive chez l'opérateur téléphonique parce que je sais que vous avez des collègues et parce que je sais que vos collègues, vous avez probablement leur numéro de téléphone et vous vous appelez, et j'ai les numéros de téléphone de vos collègues, j'arrive chez l'opérateur, je viens reconduire votre puce. Et quand vous voyez le formulaire, on me demande de donner 3 numéros qui se retrouvent dans l'ancien SIM. C'est facile d'avoir 3 numéros de personnes que vous appelez. Et du coup, au bout de 3 heures de temps, je me retrouve avec une carte SIM
qui a votre numéro et vous vous êtes déconnecté du réseau. Bien sûr, avec le porte-monnaie électronique Oui. qui va avec, voilà, vous pouvez donc accéder. Mais puis, À l'argent, avec ça, oui. je vais ouvrir votre compte WhatsApp et les gens vont commencer à vous appeler et vous dire qu'ils vous ont envoyé de l'argent parce que vous étiez en difficulté à l'étranger. Parce que vous les avez écrits sur WhatsApp en disant que vous êtes bloqué, vous n'avez pas d'argent, vous êtes à Abidjan. Et ils vous ont envoyé de l'argent. Tout simplement pourquoi? À cause de la faiblesse du système d'identification. Quelque chose qui devrait relever, je ne veux pas dire que c'est l'armée qui devrait le faire, mais au moins ça devrait être fait par des services de police. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une carte SIM, produire une fausse carte d'identité. Ça va se faire en 5 minutes. Alors, quand on va commencer à rechercher des personnes avec une loi qui ne gère pas l'usurpation d'identité numérique, comment ça se fait? Les mauvaises personnes se retrouveront en détention. Voilà. Docteur Ayoum, je voudrais, parce que nous avons déjà beaucoup avancé dans cette édition, je voudrais que nous puissions maintenant parler des solutions que vous proposez, d'ailleurs dans un ouvrage exceptionnel intitulé Le clavier du crime, oui. Qui est d'ailleurs disponible sur Amazon. Je voudrais que nous puissions maintenant comprendre comment est-ce qu'on devrait aujourd'hui en Afrique s'organiser justement pour avoir des systèmes de lutte contre la cybercriminalité qui répondent, n'est-ce pas, aux exigences que vous avez d'ailleurs longuement présentées tout au long de cette édition. D'accord. Le problème est très compliqué, la question est très simple et la réponse est très simple aussi. Il faudrait que les pays africains mettent sur place. Chaque pays africain devrait mettre sur pied sa politique de cyberdéfense. C'est très important, pas la politique nationale cybernétique. Parce que dans un pays, j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire. Je crois la politique, vous savez, il y a des pays en Afrique où on fait tout ce qui ne doit pas être fait, sauf ce qui doit être fait. Donc, alors, chaque pays doit mettre en place sa politique de cyberdéfense. Ça veut dire, je vais prendre un cas simple. On peut par exemple imposer des taxes aux opérateurs sur les réseaux sociaux. Eh oui. Ça veut dire que pour chaque Camerounais ou bien Africain, lorsqu'il va dans les réseaux sociaux, ça peut coûter 50 francs la minute, par exemple. Ça va faire au moins que cette histoire des réseaux sociaux la rapporte quelque chose à l'État, premièrement. Deuxièmement, que ça protège les citoyens contre un phénomène très dangereux, la dépendance cybernétique. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de vraies émotions, ils ont des émoticônes. Les gens n'ont plus de vrais rires, ils ont des lol. Les gens ne savent, ça veut dire, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus éloignés des gens qui sont proches et rapprochés de ceux qui sont loin. On existe en fait à une déshumanisation de la société. Les hommes cessent d'être des hommes pour devenir des machines. Ça devient très grave. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus donner une tribune à tous ceux qui n'avaient pas une tribune. Du coup, les connards, excusez-moi le mot, et les sages parce que cela renvoie se retrouvent sur le même cela pupitre. renvoie également à la liberté d'opinion. Voilà, beaucoup ont estimé que chaque opinion méritait d'être reportée. Bien sûr, bien sûr. Même si d'aucuns estiment, voilà, de nombreuses autres personnes estiment que toutes les opinions n'ont pas forcément l'opportunité d'être exprimées. Non, moi je pense même en que public. l'un des devoirs les plus fondamentaux, c'est la capacité d'expression, la liberté d'expression. C'est garanti par la Charte des droits de l'homme. Et je suis très partisan de cette charte. Ce que je voudrais bien, c'est qu'on fasse la part des choses entre la liberté d'expression et le libertinage d'expression. Ce n'est pas parce que j'ai la liberté de m'exprimer que je vais aller dans les réseaux sociaux demander à des gens de décimer tout un village. Ce n'est pas parce que j'ai la liberté dans les réseaux sociaux que je vais mettre des vidéos de décapitation d'un être humain. Excusez-moi, moi j'ai passé des années de ma vie avant la cybernétisation du Cameroun. Je n'avais jamais vu comment est-ce qu'on a éventré quelqu'un. C'est quand je suis allé sur Facebook que j'ai commencé à voir comment est-ce qu'on égorge quelqu'un, comment est-ce qu'on coupe des pieds. Ça, ce n'est pas la liberté d'expression.
Parce que la question de l'opportunité ici se pose, et il se trouve qu'il n'est donc pas opportun de montrer, de rapporter de telles images ou alors de tels faits sur la place publique. Mais j'ai vu quelque chose le mois passé. Banalisation de la violence. J'ai vécu le mois passé, ça a fait le tour du monde, un Turc qui a mis dans les réseaux sociaux une vidéo où il bastonnait sa fille de 1 an. La police l'a attrapé et il a été flagellé. Je ne veux pas dire que je suis d'accord avec la méthode, mais il y a eu répression. Il y a eu répression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que les réseaux sociaux devraient être contrôlés. Ils devraient être contrôlés. Je prends un cas simple. Aujourd'hui, on a parlé de cyberdéfense, de politique. Quand une politique de cyberdéfense est sérieuse, on impose au moins, je dis on impose au moins à toute personne qui a un cyber d'avoir un agrément, d'avoir des caméras de surveillance dans ce cyber et d'identifier, à travers les cartes d'identité, tous les clients de ce cyber. C'est ce qui se passe en Inde. Alors, vous parlez de ces espaces publics oui, des cybercafés par des privés où on peut se connecter à Internet. Oui, mais puisque j'ai vécu par exemple des cas d'investigation où quelqu'un menaçait de mort les DG de sa société, et lorsqu'on a fait l'investigation, on arrive dans des cyber. Puisque la plupart des cybercriminels ne le font pas chez eux, ils vont dans les cybercafés le faire. Alors, pourquoi ne pas mettre un protocole de contrôle à ce niveau? Lorsque vous arrivez en Inde, vous voulez surfer, vous donnez votre carte d'identité. Vous êtes enregistré. Et le cyber qui vous reçoit, il a un agrément. Et mieux encore, il a des caméras de surveillance. Ça fait que ça permet de gérer au moins la non-répudiation en matière d'investigation. Lorsqu'on arrive dans le cybercafé, on sait qui a fait quoi. Mais aujourd'hui, les cybercafés sont devenus carrément des endroits pleins de brouillard. Toute personne qui arrive là, mais ce qu'on ne dit même pas aux gens, c'est que certains cybercriminels arrivent dans les cybercafés et installent des keyloggers, des logiciels qui volent les mots de passe. Et ils partent. Ils reviennent 2 semaines après. Tous ceux qui sont venus après dans le cybercafé, leurs mots de passe sont déjà volés. Alors il va entrer dans chacun de ses comptes. Et malheur au compte où il va trouver des photos nues, ça va devenir du chantage. Il va changer les mots de passe. Il va commencer à se faire passer pour vous. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas régulé cette histoire de cybercafé, c'est devenu des foyers d'infection et de cybercriminalité. Voilà un exemple très simple. Je vais prendre un dernier exemple qui est très amusant. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays, en Afrique, les dirigeants utilisent encore des téléphones normaux? Pourtant, il existe des téléphones pour dirigeants, pour ceux qui traitent l'information confidentielle, qu'on appelle les cryptophones, qui coûtent 2 fois plus cher que les téléphones normaux. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est quand même incroyable. Donc, lorsque vous avez dans des téléphones normaux qui peuvent être piratés facilement, même par un élève de 3e année qui vous tient possible, qu'en est-il des services de renseignement des pays qu'on pourrait ne pas appeler des pays amis, entre guillemets? Alors, demain, ces informations qui sont reçues à partir de nos dirigeants sont utilisées demain comme des leviers de chantage ou de fragilisation. Et lorsqu'on fragilise un chef d'État, le chef d'État n'est pas un individu, le chef d'État est une institution, ça veut dire qu'on fragilise tout un pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aujourd'hui, on se retrouve encore, par exemple, avec des pays qui n'ont pas leur e-government. Vous passez dans certains pays africains, près des ministères, vous voyez encore des réseaux Wi-Fi ouverts. Pourtant, aux États-Unis, au département de la défense américain, où on est censé avoir la plus haute sécurité, il n'y a pas de Wi-Fi. Mais vous allez voir dans nos ministères en Afrique, on utilise des Wi-Fi et un informaticien à 2 balles vous dit c'est sécurisé, j'ai mis le mot de passe. Mais est-ce que le mot de passe est fait pour stopper un hacker? Non, jamais. Ce n'est pas à ça que ça sert.
Le mot de passe ne sert qu'à deux choses. Stopper un utilisateur classique qui ne sait pas comment on le contourne et augmenter le niveau de difficulté pour accéder à l'information. C'est tout. Alors, quelqu'un qui sait que les mots de passe peuvent être attaqués par attaque du dictionnaire, par brute force ou par rule-based attack, il saura comment contourner cela. Et puis, même encore, ces mots de passe, allez voir. Parfois, vous voyez, c'est le nom de la personne. Parfois, c'est son acte de naissance. Parfois, c'est le nom de sa religion. C'est incroyable. Voilà, docteur Ayoum, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette autre édition. On ne saurait sortir sans parler, bien sûr, sans continuer dans les mesures qui pourraient permettre, bien sûr, de limiter ces cyberattaques. Et vous avez mis sur pied un antivirus qui est un moyen assez efficace, d'ailleurs, dans ce combat-là, qui s'appelle Égide. Oui. On n'en a pas parlé dans cette édition, et là, nous vous donnons la possibilité de pouvoir nous en dire un peu plus au plan technique. Voilà. En fait, tout part de quelques années quand j'étais à Moscou au Forum des hackers, le Hacking Days, et j'ai été beaucoup inspiré et étonné de voir que les antivirus, il n'y a aucun pays africain qui a son antivirus. Il n'y a pas de société africaine qui font des antivirus. Alors quand je suis rentré, les membres de mon équipe et moi, j'ai demandé qu'on entre en projet et qu'on mette en place un véritable antivirus fait par les Africains pour les Africains. C'est ainsi qu'Égide est né. Nous l'avons appelé Égide parce que nous sommes basés sur l'histoire de la mythologie grecque de Zeus qui avait un bouclier qui bloquait toutes les attaques. Et notre objectif était de faire de cet antivirus un bouclier qui devait faire face à toutes les attaques. Beaucoup de gens n'ont pas cru au projet, je peux vous rassurer. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons le produit final, nous sommes totalement satisfaits. Totalement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pensons que les Africains peuvent avoir leur propre antivirus, qu'un département, ou bien qu'un ministère, ou bien encore qu'une nation peut avoir au sein de ces institutions un antivirus qui ne constitue en rien un cheval de Troie et qui ne vole pas les informations de façon sous-jacente. Ces informations qui vont être revendues plus tard, soit à des fins d'espionnage, soit à des fins d'intelligence économique, soit même à des fins de levier de négociation. Pour nous, c'est un challenge de dire que la compétence n'a pas de continent. La compétence n'a pas de race. La compétence n'a pas de nationalité. La compétence a une règle. Et cette règle, c'est que celui qui travaille incessamment, celui qui travaille avec témérité, mais surtout avec foi, il va atteindre son objectif. Il ne suffit pas seulement d'avoir tout simplement la foi, parce que la foi rend les choses possibles, mais elle ne les réalise pas. C'est nos efforts qui réalisent les défis. Lorsque nous avons commencé avec Égide, c'était très dur, parce que nous n'avons pas voulu plagier. Nous ne voulions pas que, au travers de notre antivirus, qu'on voie les traces de l'intelligence d'un autre continent. Nous voulions que, à travers Égide, qu'on voie la beauté de l'expression de l'intelligence africaine. Excusez-moi de parler avec passion. Mais Égide, ce sont des mois d'insomnie. Égide, c'est des nuits, n'est-ce pas, à rêver et veiller. C'est des touches de clavier, des heures de travail. C'est aussi des journées où on a recommencé à zéro. C'est pour ça que je salue tous mes collaborateurs, du plus petit au plus grand, parce que rien n'aurait été possible s'ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, nous pouvons nous tenir lorsque nous irons dans les forums de hackers, comme récemment nous étions en Israël, au forum de défense. Nous pouvons nous tenir lorsqu'on dit qu'est-ce que les Africains présentent. Nous pouvons nous tenir dans un stand et on ne verra que des hommes en boubou, avec la beauté du sourire africain, exprimer la clarté de leur intelligence et de leur savoir-faire. C'est ça Égide en fait. Égide n'est pas seulement un défi technologique. Égide, c'est un défi de génération. Pour dire que les Africains de cette génération ont pu et ont fait. C'est ça Égide. Voilà.
Docteur Gérard-Guillaume, il ne me reste plus qu'à vous remercier et rappeler que c'est moi qui vous nous aurons remercie. encore d'autres éditions, bien sûr, pour Merci. parler de cybercriminalité, de stratégie de lutte contre cette cybercriminalité qui est finalement le tendon d'Achille des États du continent, en tout cas, tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Oui, et c'est toujours pour moi un plaisir d'être ici, parce que je pense que nous, les jeunes d'aujourd'hui, les Africains, la génération d'aujourd'hui, nous avons un devoir. Nous n'avons pas seulement le devoir. Nos parents, il y a plusieurs années, dénonçaient. Aujourd'hui, nous devons prouver. Nous devons agir, parce que en allant dans ces écoles où nous sommes allés avec les autres continents, nos amis des autres continents, ce qui était drôle, c'est que nous étions les plus intelligents. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chaque Africain de cette génération a dans son ADN le challenge. Le challenge qui porte un message très fort pour tous les autres Africains. C'est que nous pouvons être les meilleurs. Et que l'Afrique de demain sera l'Afrique du changement, l'Afrique du progrès, l'Afrique du challenge, mais aussi l'Afrique qui relève les défis technologiques. C'est le message que nous voulons porter. En fait. Voilà, merci à vous une fois de plus. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Voilà, restez simplement à l'écoute parce que nous reviendrons très bientôt avec de nouvelles éditions, toujours autour du même thème, la cybercriminalité. Merci.